Alors. Chapitre 23. La chute d'un chef. On ne vit jamais dans ce monde pareille subversion. Tous les 6, les pirates semblaient frappés de la foudre, mais Silver eut vite surmonté le coup. Tous les désirs de son âme s'étaient élancés vers cet argent, comme des chevaux de course, et bien qu'arrêté en une seconde nette, il sut garder son sang-froid, recouvrer son équilibre et modifier ses plans avant que les autres n'eussent le loisir de bien comprendre leur désappointement. « Jim, me glissa-t-il tout bas, prends ça et garde là-dessous au grabuge. » Et il me passa un pistolet à 2 coups. Déjà, il s'avançait tout doucement vers le nord et quelques pas lui suffirent à placer le trou entre nous deux et les 5 autres. Puis, il me regarda en hochant la tête comme pour dire « Nous voilà dans une sale passe », ce qui était bien mon avis. Ses allures étaient maintenant tout à fait amicales et ses changements continuels me révoltaient au point que je ne pus m'empêcher de lui murmurer « Ainsi donc, vous avez encore une fois changé de parti ». Il n'eut pas le temps de me répondre. Avec ses cris et des blasphèmes, les forbans avaient sauté l'un après l'autre dans la fosse où ils creusaient avec leurs mains, tout en rejetant les planches de côté. Morgan trouva une pièce d'or. Il la leva en l'air dans une vraie trompe de jurons. C'était une pièce de 2 guinées. Pendant un quart de minute, elle passa de main en main. 2 guinées, rugit Mary en la brandissant vers Silver. Hein, les voilà tes 700 000 livres. Tu t'y connais en fait de marcher, toi. Tu dis que tu n'as jamais rien gâché, toi, espèce d'andouille. Hé, tête de bois. Creusez, garçon, dit Silver, avec le plus froid cynisme. Vous trouverez des truffes, ça ne m'étonnerait pas. Les truffes, répéta Mary avec un cri d'indignation. Vous l'entendez, les gars? Je vous le dis, moi, cet homme-là savait tout. Regardez-le, c'est écrit sur sa figure. Eh, Mary, remarqua Silver, te voici encore candidat capitaine. Tu es un garçon d'avenir, pour sûr. Mais cette fois, tous tenaient pour Mary. Ils se mirent à grimper hors de l'excavation en décochant derrière eux des regards furibonds. Je notais une note de bon augure pour nous, une chose de bon augure pour nous. Tous sortaient par le côté opposé à Silver. Nous restions là, 2 d'un côté, 5 de l'autre, avec la fosse entre nous, sans que personne trouvât le courage de porter le premier coup. Silver ne bronchait pas. Bien droit sur sa béquille, il les surveillait d'un air plus impassible que jamais. Indéniablement, il était brave. À la fin, Mary jugea opportun de haranguer ses compagnons. « Camarades, leur dit-il, en voilà 2 devant nous, seuls. L'un est ce vieux Stropia qui nous a tous amenés ici et nous a fait tomber dans ce pétrin. L'autre est ce petit morveux dont je tiens à arracher le cœur. C'est l'instant, camarades !» Il éleva le bras en même temps que la voix, mais à la même minute, « Pan, pan, pan !» 3 coups de mousquet jaillirent d'un fourré. Mary culbuta dans l'excavation, la tête la première. L'homme au bandage, frappé à mort, girouilla comme un toton, s'abattit comme un bloc sur le flanc, et y resta agité d'une dernière convulsion. Les 3 autres firent volte-face et déguerpirent à toutes jambes. En un clin d'œil, Long John avait déchargé les 2 coups d'un pistolet sur Mary qui se débattait dans son trou, et comme le moribond levait vers lui des yeux agonisants, il lui lança « George, il me semble que nous voilà quittes. » Cependant, le docteur, Gray et Bengen, au point leurs mousquets fumants, surgirent des muscadiers et s'approchèrent de nous. « En avant, mes enfants !» cria le docteur. « Et au trot! Il faut les empêcher d'atteindre les embarcations !» Et nous partîmes à grande vitesse, enfonçant parfois dans les buissons jusqu'à la poitrine. Silver, je vous assure, tenait fort à rester avec nous. Le travail que cet homme accomplit en bondissant sur sa béquille avec une force à faire éclater les muscles de sa poitrine était un travail que n'égala, de l'avis du docteur, aucun homme valide. Malgré cela, il était déjà de 20 toises en arrière et il n'en pouvait plus lorsque nous atteignîmes le bord de la déclivité. « Docteur !» appela-t-il. « Regardez, rien ne presse !» À coup sûr, rien ne pressait. Là-bas, sur une partie plus dégagée du plateau, nous apercevions les 3 survivants qui couraient toujours dans la même direction qu'au début, droit vers le mont d'Artimon. Déjà nous étions entre eux et les canots. Aussi nous assîmes-nous tous 4 pour souffler, tandis que Long John, s'épongeant le visage, approchait lentement de nous. « Mon cordial merci, docteur. Vous êtes arrivé à pic, il me semble, pour moi et pour Hawkins. Et c'est donc toi, Bengen. Tu es bien gentil, y a pas à dire. » « C'est moi, Bengen, c'est bien moi, répondit le marron qui, dans son embarras, se tortillait comme une anguille. Et, ajouta-t-il après un silence prolongé, comment allez-vous, maître Silver? Très bien, je vous en remercie, n'est-ce pas? Ben, murmura Silver, dire que tu as causé ma perte. Le docteur envoya Bengen rechercher une des pioches abandonnées par les mutins lors de leur fuite, puis tandis que nous dévalions sans hâte vers l'endroit où se trouvaient les canots, il raconta brièvement ce qui s'était passé. Cette histoire, dont Bengen, le marron quasi imbécile, était le héros, d'un bout à l'autre intéressa profondément Silver. Au cours de ses longues rôderies sur l'île déserte, Ben avait découvert le squelette et c'était lui qui l'avait dépouillé. Il avait découvert le trésor, il l'avait déterré, c'était le manche brisé de sa pioche qui gisait dans l'excavation. Il l'avait transporté sur son dos en de nombreux et pénibles voyages, du pied du grand pin jusque dans la grotte qu'il occupait sur la montagne à 2 sommets,
à la pointe nord-est de l'île, et c'est là que tout cet or était resté emmagasiné depuis 2 mois avant l'arrivée de l'Hispaniola. Le docteur lui extirpa ce secret dans l'après-midi de l'attaque. Le lendemain, voyant le mouillage des airs, il alla trouver Silver, lui remit la carte, désormais inutile, lui remit les provisions, car la grotte de Bengen était bien approvisionnée en viande de chèvre salée par lui remit tout sans exception pour obtenir de quitter librement la palanque et de se retirer sur la montagne à 2 sommets afin d'y être à l'abri de la malaria et de veiller sur le trésor. Quant à vous, Jim, me dit-il, c'était bien un regret, mais j'ai agi au mieux de ceux qui étaient restés fidèles à leur devoir. Et si vous n'étiez pas du nombre, à qui la faute ? Ce matin-là, en découvrant que je serais englobé dans l'affreuse déconvenue qu'il avait ménagée au mutin, il avait couru toute d'une traite jusqu'à la grotte, laissant le capitaine sous la garde du chevalier, et prenant avec lui Gray et le marron, il avait traversé l'île en diagonale pour aller s'embusquer auprès du pin. Mais il s'aperçut bientôt que notre troupe avait de l'avance sur lui. L'agile Bengen fut expédié en éclaireur pour faire de son mieux à Lucelle. C'est alors que Bengen avait eu l'idée de mettre à profit les superstitions de ses ex-camarades. Il y réussit à tel point que Gray et le docteur eurent le temps d'arriver, de s'embusquer avant la venue des chercheurs de trésors. « Ah, docteur, fit Silver, j'ai eu de la chance d'avoir Hawkins avec moi. Vous auriez laissé tailler en pièces le vieux Long John sans lui accorder une pensée. »« Pas une, » répondit le médecin avec jovialité. Nous étions arrivés au yawl, s'armant de la pioche, le docteur démolit l'une d'elles, et tout le monde s'embarqua dans l'autre, pour gagner par eau la baie du Nord. C'était un trajet de 8 à 9 miles. Silver, bien que déjà épuisé de fatigue, fut mis à un aviron, comme les autres, et nous glissâmes prestement sur une mer d'huile. Le goulet franchi, nous doublâmes la pointe sud-est de l'île, autour de laquelle nous avions, 4 jours plus tôt, remorqué l'Hispaniola. En doublant la montagne à 2 sommets, nous aperçûmes l'orifice obscur de la grotte de Bengen, et auprès d'un personnage, debout, appuyé sur son mousquet, c'était le chevalier. On agita un mouchoir, en poussant 3 hurrahs auxquels Silver unit sa voix aussi vigoureusement qu'un autre. 3 miles plus loin, à l'embouchure même de la baie du Nord, devinez ce que nous rencontrâmes ? L'Hispaniola. Voguant à l'aventure, la dernière marée l'avait remise à flot, et y eut-il beaucoup de brise, ou en fort jusant, comme dans le mouillage sud, nous ne l'aurions jamais revue, ou du moins elle se serait échouée sans remède. En réalité, à part la grand voile en loch, il y avait peu de dégâts. On para une autre ancre et on mouilla par une brasse et demie de fond. Nous repartîmes à l'aviron jusqu'à la crique du Rhum, point le plus rapproché du trésor de Bengen, puis Gray s'en retourna seul avec la yawl jusqu'à l'Hispaniola, où il devait passer la nuit à veiller. Du rivage à l'entrée de la grotte, on accédait par une pente douce. Au-delà de celle-ci, le chevalier nous attendait. Aimable et affectueux avec moi, il n'eut pour ma fugue pas un mot de reproche ni d'éloge. Aux salutations polies de Silver, il s'échauffa quelque peu. « John Silver, lui dit-il, vous êtes une canaille et un fourbe sans nom. »« Oui, un fourbe inouï. On m'a dissuadé de vous faire condamner, je m'en abstiendrai donc, mais les cadavres, monsieur, pèsent à votre cou, tels des meules de foin. »« Mon cordial merci, monsieur, répliqua John en s'inclinant à nouveau. Je vous défends de me remercier, lança le chevalier, car c'est là un outrageux abandon de mes devoirs. Retirez-vous. Nous pénétrâmes dans la grotte, spacieuse, bien aérée. Elle renfermait une petite source et une mare d'eau claire où se miraient les fougères. Sur le sol de sable, devant un grand feu, reposait le capitaine Smollett. Dans le fond, où atteignaient à peine quelques reflets du foyer, j'entrevis d'énormes empilements de monnaie et des pyramides de lingots d'or. C'était là ce trésor de Flint que nous étions venus chercher si loin, et qui avait déjà coûté la vie à 17 hommes de l'Hispaniola. À quel prix l'avait-on amassé ? Combien de sang et de douleur y avait-il fallu ? Combien de beaux navires coulés à fond ? Combien de braves gens lancés à la mer ? Combien de coups de canon ? Combien de hontes, de mensonges et de forfaits ? Nul au monde n'eût pu le dire. Mais ils étaient encore 3 sur cette île, Silver, le vieux Morgan et Bengen, qui avaient chacun pris part à ces crimes, comme s'ils avaient eu le vain espoir de participer à la récompense. « Entrez, Jim, me dit le capitaine. Vous êtes un bon garçon dans votre genre, Jim. Mais je ne pense pas que nous naviguerons encore ensemble, vous et moi. Vous êtes, à mon goût, trop enfant gâté. »« C'est vous, John Silver ? Qu'est-ce qui vous amène ici, matelot ?»« Je rentre dans le devoir, monsieur, » répondit John. « Ah, » dit le capitaine, et il borna là son commentaire. Quel souper agréable je fis ce soir-là, entouré de tous mes amis, comme je goûtais ce repas, composé de viande de chèvre salée par Bengen et quelques friandises, et une bouteille de vin vieux provenant de l'Hispaniola. Jamais on ne vit, j'en suis sûre, des gens plus gais ni plus heureux, et Silver était là, assis à l'écart, presque en dehors de la lumière du foyer, mais mangeant de bon appétit, prompt à s'élancer quand on désirait quelque chose, joignant même en sourdine son rire au nôtre, le même marin placide, poli, obséquieux, qu'il avait été durant tout le voyage. Chapitre 34 et dernier. Le matin venu, on se mit au travail de bonne heure. Il s'agissait de faire parcourir à tout cet or, d'abord près d'1 mile par terre jusqu'au rivage, et ensuite 3 miles par mer jusqu'à l'Hispaniola.
C'était là une tâche considérable pour un si petit nombre de travailleurs. Les 3 bandits qui erraient encore sur l'île ne nous troublaient guère. Une simple sentinelle postée sur la hauteur suffisait à nous prémunir contre une attaque soudaine, et nous pensions d'ailleurs qu'ils n'avaient plus aucune envie de se battre. On se mit activement à la besogne. Gray et Ben Gunn faisaient la navette avec le canot, les autres profitaient de leur absence pour entasser les richesses sur la plage. 2 lingots noués aux 2 bouts d'une corde constituaient une bonne charge pour un adulte, et encore il lui fallait marcher lentement. Quant à moi, étant de peu d'utilité pour le transport, on m'occupa toute la journée dans la grotte à emballer dans des sacs à pain les espèces monnayées. Elle formait une collection singulière, analogue à la réserve de Billy Bones pour la diversité des pièces, mais tellement plus abondante et variée que je crois n'avoir jamais eu plus de plaisir qu'à les assortir. Pièces anglaises, françaises, espagnoles, portugaises, Georges et Louis, doublons, double Guinée, moï d'or, sequins, aux effigies de tous les rois d'Europe depuis un siècle, bizarres pièces orientales, marquées de signes qu'on eût pris pour des pelotons de ficelles ou des fragments de toile d'araignée, pièces rondes, pièces carrées, pièces avec un trou au milieu, comme des grains de collier. Presque toutes les variétés de monnaie du monde figuraient, je crois, dans cette collection. Et quant à leur nombre, elles égalaient sûrement les feuilles d'automne, car j'en avais mal aux reins de me baisser et mal aux doigts de les trier. Ce travail dura plusieurs jours. Chaque soir, une fortune se trouvait entassée à bord, mais une autre attendait son tour pour le lendemain. Et de tout ce temps-là, les 3 mutins ne donnèrent pas signe de vie. À la fin, ce devait être le 3e jour, je flânais avec le docteur sur la montagne à l'endroit où elle domine les basses terres de l'île, lorsque du fond des épaisses ténèbres, le vent nous apporta un son qui tenait du chant et du hurlement. Un seul lambeau en parvint à nos oreilles et le silence primitif se rétablit. « Le ciel leur pardonne, dit le docteur, ce sont les mutins. »« Et tous ivres, monsieur, prononça derrière nous la voix de Silver. Silver, je dois le dire, jouissait d'une entière liberté, et quoiqu'on le rabrouât chaque jour, semblait se considérer de nouveau tout à fait comme un subalterne favorisé de privilèges et d'égards. Je m'étonnais de le voir supporter si bien les mépris et s'efforcer avec son inlassable politesse de rentrer en grâce auprès de tous. Mais personne ne le traitait guère mieux qu'un chien, sauf peut-être Ben Gunn, qui gardait toujours une peur affreuse de son ancien quartier-maître, ou encore moi-même, qui avait envers lui de réels motifs de gratitude, bien que sur ce point j'eusse des raisons de penser de lui plus de mal que n'importe qui, après l'avoir vu sur le plateau méditer une nouvelle traîtrise. En conséquence, ce fut d'un ton fort bourru que le docteur lui répliqua. « Ivre ou dans le délire ?»« Vous avez raison, monsieur, reprit Silver. Peu nous importe lequel des deux, à vous comme à moi. » Et avec un ricanement, le docteur repartit. « Vous ne prétendez sans doute pas au titre d'homme humain, maître Silver. Aussi mes sentiments vous surprendront peut-être, mais si j'étais certain qu'ils délirent, et je suis moralement sûr que l'un d'eux au moins est malade de la fièvre, je quitterais ce camp et risquerais ma peau afin de leur porter des secours, de mes lumières. »« Sauf votre respect, monsieur, vous auriez bien tort, déclara Silver. Vous y laisseriez votre précieuse vie, soyez-en sûr. Je suis de votre côté à présent, nous sommes de mèche, et je ne désire pas voir notre parti diminuer, surtout de votre personne, après ce que je vous dois. Non, ces hommes-là sont incapables de tenir leur parole, même à supposer qu'ils le veuillent, et de plus, ils ne croiraient pas que vous sauriez, vous, tenir la vôtre. »« Évidemment, fit le docteur, vous êtes, vous, celui qui tient sa parole. Nous savons ça. » Ce furent à peu près les dernières nouvelles que nous eûmes des 3 pirates. Une fois seulement, nous entendîmes un coup de feu, très lointain. Ils chassaient, probablement. On tint conseil, et, à la jubilation de Ben Gunn, je regrette de le dire, avec la pleine approbation de Gray, on décida de les abandonner sur l'île. Nous leur laissâmes de la poudre et des balles en bonne quantité, le plus gros de la chèvre salée, quelques médicaments et autres objets de nécessité, des outils, des vêtements, une voile de rechange, 2 ou 3 brasses de corde, et, sur les instances du docteur, une jolie provision de tabac. Il ne nous restait plus après cela qu'à quitter l'île. Déjà nous avions arrimé le trésor et embarqué de l'eau, avec le restant de la viande de chèvre, pour parer à toute éventualité. Finalement, un beau matin, on leva l'ancre, ce qui était presque au-dessus de nos forces. Nous sortîmes de la baie du Nord, sous le même pavillon que le capitaine avait hissé et défendu à la palanque. Les 3 hommes nous observaient de plus près que nous ne pensions, et nous eûmes bientôt la preuve. En sortant du goulet, il nous fallut côtoyer de très près la pointe sud, et ils étaient là, tous 3, agenouillés l'un à côté de l'autre sur le sable, nous tendant des mains suppliantes. Nous avions tous le cœur serré, je pense, de les abandonner dans cette triste condition, mais on ne pouvait risquer une nouvelle mutinerie, et les ramener chez eux pour les envoyer à la potence eût été un genre de bonté plutôt cruel. Le docteur les héla, leur expliqua où ils trouveraient les provisions laissées pour eux, mais ils ne cessèrent de nous appeler par nos noms, nous suppliant, par l'amour de Dieu, d'avoir pitié, de ne pas les abandonner à la mort en un tel lieu. Enfin,
Voyant que le navire poursuivait sa course rapide et allait arriver hors de portée de voix, l'un d'eux, j'ignore lequel, sauta sur ses pieds avec un cri sauvage, épaula vivement son mousquet et une balle vint siffler au-dessus de la tête de Silver et transpercer la grand-voile. Après cela, nous nous tîmes à l'abri des bastingages, et lorsque je regardais de nouveau, ils avaient disparu de la pointe, qui déjà se perdait dans l'éloignement. C'en était du moins fini avec eux, et avant midi, à ma joie indicible, le plus haut sommet de l'île au trésor s'était enfoncé sous le cercle bleu de l'horizon marin. Nous étions si à court d'hommes que tout le monde à bord devait travailler à l'exception du capitaine qui donnait les ordres, couché à l'arrière sur un matelas, car malgré les progrès de sa guérison, il avait encore besoin de repos. Comme nous ne pouvions, sans un nouvel équipage, tenter le voyage de retour, nous mîmes cap sur le port le plus prochain de l'Amérique espagnole. Quand nous y atteignîmes, après des vents contraires et quelques violentes brises, nous étions tous déjà à bout de force. Ce fut au coucher du soleil que nous jetâmes l'ancre au fond d'un très beau golfe abrité, où nous fûmes aussitôt entourés par des embarcations pleines de nègres, d'Indiens du Mexique, de mulâtres, qui vendaient des fruits et des légumes, ou offraient de plonger pour une pièce de monnaie. La vue de tant de visages épanouis, en particulier des noirs, la saveur des fruits tropicaux et les lumières qui s'allumaient dans la ville formaient un contraste enchanteur avec notre séjour sur l'île, sinistre et sanglant. Le docteur et le chevalier, me prenant avec eux, s'en allèrent passer la soirée à terre. Là, ils rencontrèrent le capitaine d'un vaisseau de guerre anglais, qui lia connaissance avec eux et les emmena à bord de son navire. Bref, le temps passa si agréablement que le jour se levait lorsque nous accostâmes l'Hispaniola. Ben Gunn était seul sur le pont, et en nous voyant monter à bord, il se mit à se tortiller fantastiquement et nous fit un aveu. Silver avait fui. Le marron l'avait aidé à s'échapper dans un canot quelques heures plus tôt, et il nous assura qu'il l'avait fait uniquement pour sauvegarder nos existences, qui eussent sans doute été compromises si cet homme à une jambe était demeuré à bord. Mais ce n'était pas tout. Le coq ne s'en allait pas les mains vides. Il avait subrepticement percé une cloison et emporté un des sacs de monnaie valant peut-être 300 ou 400 guinées pour subvenir à ses besoins ultérieurs. Je crois bien que nous fûmes tous heureux d'être quittes de lui à si bon marché. Enfin, pour abréger cette longue histoire, nous embarquâmes plusieurs matelots, fîmes un bon voyage, et M. Brandley s'apprêtait justement à armer notre conserve quand l'Hispaniola rentra à Bristol. De tous ceux qui étaient partis avec elle, il ne restait plus que 5 hommes. La boisson et le diable avaient expédié les autres. Impitoyablement, mais à vrai dire, nous étions pas tout à fait aussi mal en point que le navire de la Chanson, avec un seul survivant de tout l'équipage qui avait pris la mer au nombre de 75. Nous eûmes tous notre large part du trésor, que chacun employa sagement ou follement, selon sa nature. Le capitaine Smollet est aujourd'hui retiré de la navigation. Gray non seulement sut garder son argent, mais soudain mordu par l'ambition, il étudia son métier. Il est aujourd'hui second sur un beau navire dont il possède une part, marié en outre et père de famille. Quant à Ben Gunn, il reçut 1000 livres, qu'il dilapida en 3 semaines, ou plus exactement en 19 jours, car il revint à sec le 20e. Alors on lui donna une loge de portier à garder, tout comme il avait craint sur l'île, et il vit encore, très admiré des enfants du pays qui en font aussi un peu leur plastron, les chanteurs distingués à l'église les dimanches et les jours de fête. De Silver, nous ne savons plus rien. Ce redoutable homme de mer à une jambe a enfin disparu de ma vie, mais je pense qu'il a retrouvé sa vieille négresse, et peut-être vit-il toujours heureux avec elle et capitaine Flint, il faut l'espérer du moins, car ses chances de bonheur dans l'autre monde sont des plus faibles. Les lingots d'argent et les armes sont toujours enfouis, que je sache, là où Flint les y a mis. Ce n'est certes pas moi qui irai les chercher. Un attelage de bœuf ne réussirait pas à me traîner dans cette île maudite, et les pires de mes cauchemars sont ceux où j'entends le ressac tonner sur ses côtes, et où je me dresse en sursaut dans mon lit, à la voix stridente de capitaine Flint qui me corne aux oreilles. Pièce de 8 Pièce de 8 Appendice.